Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue à Laetitia. Est-ce que vous nous entendez bien? Super. On va attendre une petite minute pour que les derniers arrivants se connectent et puis on va démarrer. Donc pour rappel sur la façon dont fonctionne le webinar, donc non, un petit échange avec Laetitia sur pas mal de questions que vous vous posez sur l'accompagnement du CSE face aux droits des salariés. N'hésitez pas à utiliser l'onglet questions pour qu'on puisse bien regrouper toutes celles-ci et répondre à un maximum de vos interrogations. J'en profite pour rappeler à ceux qui n'étaient pas là la journée du CSE jeudi dernier que on est en train de travailler sur tout un support qui rassemble toutes les questions que vous avez posées lors de cette journée qu'on vous enverra d'ici de la fin de semaine. Donc idem pour celui-ci. Si on n'arrive pas à répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas quand même à les poser. Ça nous permettra nous derrière de les utiliser pour vous faire un récap hyper complet sur l'ensemble des sujets qui auront été abordés. On est ravis en tout cas de vous retrouver sur cette dernière journée. On s'excuse pour jeudi, notamment auprès de Laetitia sur le problème technique qu'on a rencontré. A priori aujourd'hui tout est résolu et ça va nous permettre de passer une bonne heure ensemble sur ce sujet-là. Du coup, ce que je vous propose, c'est de démarrer. Donc rapidement, donc l'objectif de cette journée qui s'est terminé aujourd'hui, du coup, c'est de vous proposer du contenu sur une journée, sur les problématiques actuelles liées à la crise sanitaire, mais aussi sur les enjeux en tant qu'élu du CSE. Ça a super bien marché dans l'ensemble, donc c'est pourquoi nous avons décidé de rééditer l'exercice toutes les 2 mois maintenant, en créant une édition de la journée du CSE tous les 2 mois avec différentes thématiques sur lesquelles vous serez bien entendu invité à participer tout au long de l'année. Donc je vous remercie une nouvelle fois d'avoir répondu présent à cette invitation. Donc j'ai à mes côtés Laetitia Croiset, qui est avocate spécialisée en droit social et qui intervient aussi pour le compte des CSE que je laisserai se présenter par la suite. Un rapide rappel du coup concernant Club Employé pour ceux qui ne nous connaissent pas ou peu. Notre objectif chez Club Employé, c'est d'accompagner nos clients tout au long de leur mandat d'élus, dans un premier temps sur la partie avantages avec notre plateforme e-commerce qui référence des centaines d'offres et de produits à prix remisés, et notre outil de gestion qui facilite et digitalise les chèques cadeaux, les subventions et autres œuvres sociales pour des CSE allant de 10 à 10 000 collaborateurs. Dans un second temps, avec notre équipe de consultants, nous accompagnons les élus sur l'ensemble des problématiques du CSE, notamment avec l'aspect comptable et économique, sur les problématiques de comptabilité de nos clients qui le souhaitent, et sur la partie juridique et sociale, sous forme d'assistance juridique, pour renseigner et conseiller ces mêmes clients selon leurs besoins. Voilà. Donc, je laisse du coup Laetitia se présenter et ensuite je vous présenterai le plan du webinaire. Alors, bonjour à tous, bonjour Romain. Je suis Laetitia Croiset, avocate au barreau de Paris depuis près de 17 ans aujourd'hui. Ma spécialité est vraiment le droit social aux côtés des employeurs, des salariés et également des CSE, puisque depuis janvier 2020, j'anime régulièrement des formations avec un autre cabinet d'expertise comptable pour former l'ensemble des élus pour leurs obligations et droits aux côtés des salariés de leur entreprise. Ok, très clair. Merci pour cette présentation.
Du coup, ce que je vous propose, c'est que on démarre sans plus tarder. Là. Donc en fait, la situation que nous vivons aujourd'hui est un petit peu inédite. Les entreprises sont dans une situation incertaine et donc plutôt anxiogène pour tous. C'est pour cette raison qu'il est impératif aujourd'hui pour les employeurs de mettre l'accent sur la communication interne, tout en préservant un lien direct avec les salariés. Et c'est ainsi le rôle des CSE et des représentants du personnel qui est aujourd'hui au premier plan. Le CSE joue donc un rôle hyper important pendant cette période et compte tenu de ses attributions générales en matière de santé et sécurité et notamment en termes de conditions de travail. Du coup, sur les réunions avec les membres du CSE qui sont indispensables, elles permettront d'évoquer les questions relatives à l'organisation du travail, mais également de répondre aux inquiétudes de tous. Pour toutes ces questions, pour tout ça, Laetitia, on a quelques questions. Et la première qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que l'employeur peut-il donc s'exonérer de réunir le CSE? La réponse est assez évidente. On va répondre par la négative. Effectivement, même en période de crise sanitaire, l'employeur ne peut pas s'exonérer d'organiser des réunions du CSE. Et on sait très bien que c'est entre 1 à 2 fois une fois par mois ou tous les 2 mois selon la taille de l'entreprise. Mais on sait très bien qu'également des membres du CSE peuvent demander l'organisation de réunions du CSE dès lors qu'il y a des sujets importants et qu'on est en situation exceptionnelle et voire d'urgence pour les salariés, puisque le CSE a quand même des obligations en matière de santé, de sécurité ou apprécier les conditions de travail des différents salariés. Donc la réponse est non, l'employeur ne peut pas s'exonérer de faire de telles réunions et le CSE est même invité à se réunir le plus rapidement possible. Alors, du coup, on parle de réunions, mais on sait que dans ces conditions, c'est un petit peu compliqué. Donc, comment on peut les mettre en place, ces réunions, et avec qui? Alors oui, et effectivement, une réunion CSE très bien, mais dans quelles conditions? Une réunion physique est un petit peu compliquée, même si selon certaines entreprises, une réunion physique pourrait s'organiser. Néanmoins, avec les différentes ordonnances qui ont été rendues, l'organisation des réunions CSE a été quelque peu facilitée, puisque si initialement une réunion CSE par visioconférence pouvait en principe se faire 3 fois par an, classiquement en visioconférence, aujourd'hui la visioconférence est tout à fait possible, de même que la conférence téléphonique. Et l'ordonnance précise que si ces 2 moyens ne sont pas possibles, il est possible de le faire par messagerie instantanée. Mais il faut bien évidemment que la visioconférence ou la conférence téléphonique ne puisse pas se faire. Alors, plusieurs questions vont se poser. Avec qui? Est-ce qu'une réunion CSE peut se tenir sans le président? Non. Il faut obligatoirement que le président soit présent de l'entreprise. Néanmoins, si lui-même est malade, il faut absolument que l'entreprise s'organise pour qu'il y ait une délégation de pouvoir pour que le président soit présent. De la même manière, en général, c'est les titulaires qui doivent être présents aux différentes réunions. Mais là, on invite également, si possible, avec l'accord du président et du secrétaire, que l'ensemble des suppléants soient également présents à ces réunions pour évoquer toutes les différentes choses. Évidemment, autre élément important sur l'organisation de ces réunions par visioconférence ou par conférence téléphonique, c'est la présence d'un secrétaire. Si le secrétaire trésorier n'est pas en bonne santé et ne veut pas assister à ces réunions, il faut obligatoirement qu'un secrétaire de séance soit désigné parmi les élus. De la même manière, comment on va préparer l'ordre du jour, puisqu'on sait très bien que l'ordre du jour doit être préparé au moins 3 jours avant en principe. Eh bien, ça se fait évidemment en bonne intelligence et avec les moyens du bord par des conférences téléphoniques entre le président et le secrétaire. Voilà, je pense avoir répondu à ces éléments assez essentiels. On fait avec les moyens du bord, mais bien entendu, il est important que ces réunions se tiennent, qu'il y ait un secrétaire de séance et qu'il y ait des comptes rendus à chaque fois de ces réunions qui soient faits. Un par preuve
et pour montrer les avancées que peut prendre une entreprise dans l'intérêt des salariés pour assurer leur santé et leur sécurité. Ok. J'ai deux questions de Thomas et Christelle sur la mise en place d'un CE extraordinaire. Premièrement, quel est le délai de convocation extraordinaire pour une convocation extraordinaire, et est-ce que cela rentre dans le compte du nombre de réunions à faire par mois pour le CSE? Alors, le délai, c'est de 1 jour. Et non, ça ne rentre pas dans le décompte des réunions obligatoires. On est vraiment dans une situation exceptionnelle et ça ne sera pas pris en considération. L'employeur ne pourra pas s'exonérer de réunir, comme il le fait habituellement, le CSE, disant qu'il y a eu trop de réunions exceptionnelles. D'accord. J'ai une question aussi d'Aurélie là-dessus sur la partie visioconférence, et je pense aussi en termes de RGPD ou toutes ces choses-là. Est-ce qu'il est possible d'enregistrer la visio afin de faire le PV de manière plus efficace, et potentiellement peut-être de réécouter a posteriori les échanges? Alors justement, il faut que ces règles exceptionnelles soient d'ores et déjà encadrées entre les membres en début de séance. Et oui, il est possible d'enregistrer uniquement pour faire ce PV les réunions, pour justement dans un souci d'efficacité. Il est possible, mais évidemment, il faut que cette règle soit bien déterminée et surtout après effacée, si je puis dire, parce qu'il va falloir mettre en place tout le système de vote, si c'est à bulletin secret ou pas secret. D'accord. J'ai une question de Elsa sur ces réunions. En fait, elle se demande qui est le secrétaire quand on a moins de 25 salariés et que donc il n'y a qu'une seule personne au CSE. Est-ce que c'est l'assistante, la RH de l'entreprise? Alors non, c'est l'élu qui est le secrétaire et c'est lui qui va déterminer l'ordre du jour avec le président. C'est l'élu unique qui va le faire avec le président. Ok. Et du coup, une question de Tassia aussi sur qui est-ce qui doit rédiger le PV. Est-ce qu'il peut être rédigé par un juriste de la société? Il faut qu'il soit membre du CSE. Il faut obligatoirement qu'il soit membre du CSE, tout en sachant qu'il y a habituellement dans les entreprises le CSE qui le fait avec le président, puisqu'il y a un premier projet qui est effectué par les élus et qui est revu par le président. Donc, ce n'est pas le juriste, ça peut être les RH si elle a une délégation et qu'elle représente l'employeur aux réunions du CSE. Très clair. Du coup, une autre question plus sur la façon dont le CE peut exercer son rôle en cette période de crise. Est-ce qu'un membre du CSE peut aujourd'hui se rendre dans l'enceinte de l'entreprise, même lorsqu'il est placé en activité partielle ou en arrêt maladie? Alors, une réponse cette fois-ci est vraiment très claire et oui, parce qu'aucune disposition prévue par la crise sanitaire, plutôt la loi d'urgence, n'interdit cette limite. Rien du tout, et surtout que même si l'élu est en activité partielle ou en arrêt maladie, ces causes de suspension de son contrat de travail n'entraînent pas la suspension de son mandat. Donc oui, il peut se rendre dans l'entreprise et surtout continuer à assurer son mandat. D'accord. Parce que du coup, j'ai une question de Diane à ce sujet, et qui du coup, elle est en arrêt maladie. Est-ce que elle dit que certains des membres étaient sur place avec le directeur, d'autres n'ont pas pu être conviés, n'ont pas été conviés du tout. Est-ce que cette réunion est valable, ainsi que le PV? Alors, il faut justement vérifier déjà dans le règlement intérieur du CSE le nombre de quorums et le nombre de personnes qui doivent être présentes à ces réunions-là et comment ils l'acceptent. D'accord. En fin de compte, toutes les règles du jeu doivent être de nouveau déterminées et l'objectif est que les mesures décidées et que le dialogue soit poursuivi dans les meilleures conditions des salariés. Les règles du règlement intérieur sont importantes, mais elles peuvent être adaptées et doivent sûrement être adaptées en période de crise sanitaire, ça c'est sûr. Ok, très clair. Du coup, parallèlement à cette question, est-ce qu'un membre CSE peut-il se rendre dans l'enceinte de l'entreprise? Alors oui, on vient de répondre un petit peu à cette question, mais c'est surtout dans quel but. Bien, tout d'abord,
selon l'organisation de l'entreprise et son activité. Est-ce qu'il y a une suspension totale ou non de l'activité ou s'il y a une activité quelque peu partielle. Effectivement, le membre du CSE aura un intérêt à se rendre dans les locaux pour vérifier si tous les principes de précaution qui sont édictés par le gouvernement en vue d'assurer la sécurité et la santé des collaborateurs sont bien respectés et surtout si les collaborateurs de l'entreprise ont éventuellement des interrogations et permettent le lien avec l'élu et indirectement avec la direction. De la même manière, il ne faut pas oublier que l'élu peut également aider un salarié qui ferait l'objet d'une mesure disciplinaire et oui, il pourrait le rencontrer à ce moment-là. Ça, c'est sûr. Donc oui, il faut qu'il y aille pour vérifier que les conditions de travail et de sécurité sont bien remplies et également peut-être aider l'employeur à assurer son obligation de formation parce que c'est bien beau d'édicter des normes en termes de sécurité et de santé, mais il faut également former les salariés là-dessus, parce que toute chose n'est pas évidente. Ok. J'ai une question intéressante de Yves sur la partie réunion. Il demande quand il y a une commission CSSTT et que la direction veut organiser une réunion avec ces membres-là, sans les autres élus du CSE. Oui. Est-ce qu'il doit rédiger le PV si le secrétaire n'est pas membre de cette commission? Je sais que maintenant, avec la mise en place du CSE, toutes les organes sont regroupés. Oui. Donc, est-ce qu'il peut encore appeler plus certaines personnes que d'autres qui sont élus du CSE? Je répondrai pas de manière péremptoire, mais plutôt dans une bonne logique. Je répondrai oui, mais évidemment, il faut déterminer les règles et après comment ces informations sont retransmises à la fois aux autres élus du CSE et également aux salariés. Je pense qu'il faut s'adapter en ces périodes de crise sanitaire et effectivement, il est dans l'intérêt et dans la logique des mesures prises par le gouvernement que moins il y a de personnes qui se déplacent et qui se rendent dans l'entreprise pour effectuer ces contrôles-là, c'est tout à fait logique et dans l'intérêt de tout le monde. Donc, je serais censée dire, oui, c'est possible. D'accord. Ok. Oui. Très clair. Du coup, une fois que potentiellement ces réunions sont faites, quels sont les moyens du CSE pour informer et communiquer avec les salariés? Est-ce qu'ils ont le droit de passer par la messagerie professionnelle? Est-ce qu'ils peuvent passer par l'intranet ou par les procès-verbaux? Mais comment ceux-ci sont transmis? Alors, effectivement, comme aujourd'hui, le rôle du CSE, le rôle des élus, c'est d'être au plus proche des collaborateurs, des différents salariés et être en lien direct avec l'entreprise. C'est sûr que ces mesures de confinement et que le télétravail est aujourd'hui la règle principale, comment peut-il faire Par la messagerie professionnelle, sur le principe, non. Par intranet, non. Néanmoins, aujourd'hui, il y a une obligation de s'adapter. Et il est évident que les membres du CSE peuvent demander à l'employeur d'utiliser à titre exceptionnel pendant cette période-là, d'utiliser la messagerie professionnelle et l'intranet. Alors, il est évident que certaines entreprises, certains employeurs vont peut-être refuser s'ils ne sont pas sensibilisés à l'importance d'un CSE pour justement permettre le dialogue et favoriser et limiter plutôt les difficultés à l'avenir pour la reprise de l'activité ou même dans le cadre de l'activité partielle, je pense qu'il a plutôt intérêt à laisser les élus communiquer via la messagerie professionnelle. Alors évidemment, s'ils ne peuvent pas, les élus ont de grandes idées en ces périodes de crise. Tout le monde a plusieurs idées, donc ils peuvent très bien créer un blog ou tout simplement demander aux différents salariés s'ils les autorisent à communiquer via leur adresse personnelle, parce que ça reste un moyen de communication et ça peut être aussi un moyen pour l'employeur de favoriser sa communication sur les mesures prises et éviter à ce que l'employeur ne fasse que des notes internes. Ça peut être un moyen et un canal de meilleure communication et de lien entre les salariés et l'entreprise. On avait entendu, lu plutôt dans la journée de jeudi qu'il y avait des CSE qui avaient créé même des pages Facebook ou des groupes pour essayer
de rassembler leurs collaborateurs et de fluidifier un petit peu la communication qu'il pouvait y avoir entre eux. Mm. Il y en a quelques-uns qui ont créé des blogs, effectivement, c'est assez courant. Mais après, tout dépend de la taille de l'entreprise et des moyens habituels de communication et de l'activité. C'est sûr que les salariés dans les startups ou dans les sociétés de communication ont plus de facilité à créer et à mettre en place ceci que dans l'industrie. D'accord. J'ai une question de Thomas, du coup, notamment sur cette mise en place du CSE. Il se questionne, et notamment sur votre retour d'expérience. Qu'est-ce que vous pensez que les CSSCT doivent. Est-ce que vous pensez qu'ils doivent retrouver leur indépendance comme c'était le cas de la CHSCT pour une meilleure efficacité et surtout pour la santé et la sécurité? Je ne suis pas totalement sûre parce que ça facilite le fait que la CSCT soit maintenant inclus dans le CSE permet à mon sens une meilleure communication directe avec l'employeur et ils ne perdent pas un pouvoir et une indépendance dans leur propre rôle. Je me rends bien compte qu'en ayant visité plusieurs CSE, chacun prend à cœur son rôle dès lors qu'il est dans une commission ou non. Chaque élu a envie de bien faire et assume son rôle et a parfaitement conscience de son indépendance et qu'il est protégé pour cela. Donc non, je suis pas totalement sûre. Après, ça peut se justifier dans certaines entreprises, mais une réflexion assez globale et générale, je dirais que non. Ok. Question de Diana pour revenir sur la page Facebook, sur une entreprise de plus de 300 personnes, employés. Je pense qu'effectivement, il y a pas de sujet. Il faut que potentiellement tous ces employés-là aient potentiellement un compte Facebook, mais vous n'avez pas de contre-indication là-dessus, j'imagine. Non, l'essentiel, c'est qu'il y ait peut-être plusieurs moyens de communication choisis par le CSE, parce qu'effectivement, on ne va pas imposer à un collaborateur de créer un compte Facebook pour obtenir des informations du CSE. Donc, il va falloir que le CSE choisisse plusieurs moyens et quelque part peut-être interroge les collaborateurs pour trouver le moyen le plus efficace et le plus efficient pour transmettre l'information et ce qui est entrepris dans leur intérêt. D'accord. Tout en sachant que tout peut être temporaire. J'ai une question de Monica, mais qui va faire référence potentiellement à la prochaine question que j'allais vous poser, notamment sur la partie activité partielle, la mise en place et l'organisation pendant, mais surtout après le confinement, parce qu'on y vient. Et l'une de ces questions aussi, c'est de se dire, est-ce qu'il faut mettre à jour le document unique qui sera impérativement accompagné qui devrait être accompagné impérativement d'une mise à jour du règlement intérieur lors de la reprise du 11 mai, parce qu'on imagine que tout ne sera pas comme avant et que il faudra clairement mettre en place des procédures au sein des entreprises. Alors oui, là c'est vraiment une interrogation assez importante et surtout un aspect important actuellement au niveau du confinement et l'après-confinement. Comme on le sait, la mise en place de l'activité partielle nécessite en principe la consultation au préalable du CSE et la société a un délai de 2 mois pour y répondre. Là, exceptionnellement, sur la mise en place de l'activité partielle, on a autorisé l'employeur à la mettre en place avant de réunir le CSE. Et aujourd'hui, le CSE doit être consulté dans un délai de 2 mois. D'accord ? Néanmoins, pour le déconfinement, là, c'est autre chose. Pour la reprise de l'activité partielle, là, l'employeur a l'obligation de consulter au préalable le CSE. Donc, d'où l'importance d'une bonne communication entre le CSE et l'employeur. Donc oui, pour le déconfinement, pour la mise en place de l'activité partielle ou du moins la reprise en activité partielle, le CSE doit être consulté préalablement. Et de la même manière, ça a été bien reprécisé dans la dernière ordonnance du 22 avril 2020, où effectivement, un certain nombre certaines règles
sur l'activité partielle vont devoir être discutées avec les membres du CSE, puisque à défaut d'accord collectif, il faudra un avis favorable du CSE pour la mise en place de l'activité partielle après le déconfinement. Donc, cette ordonnance précise, là je vais les lire, 5 points des plus importants. Et c'est là où le CSE va avoir un rôle très important, c'est que l'activité partielle va pouvoir être individualisée. Ça signifie quoi? Ça signifie que chaque catégorie d'emploi pourra bénéficier de l'activité partielle dans des conditions et des modalités tout à fait différentes. Et c'est en cela que le CSE va devoir être consulté et va devoir émettre un avis. D'abord sur les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité. Il va falloir qu'il donne son avis sur les critères objectifs, finalement, qui doit être ou non en activité partielle et dans quelle mesure. Les modalités également de la périodicité de l'activité partielle qui ne va pas pouvoir être inférieure à 3 mois. Et également, comment préserver la santé du collaborateur et sa sécurité mentale. C'est les modalités entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et également, comment on va informer les différents collaborateurs sur la mise en place de cette activité partielle, surtout si elle est individualisée et variable, non seulement entre services d'une entreprise, mais également entre collaborateurs d'un même service. Donc là, le rôle du CSE va être très important et ils doivent être obligatoirement consultés. Ils vont devoir émettre un avis favorable à cette mise en place d'activité partielle, surtout si elle est individualisée après le 11 mai. J'ai une question d'Aurélie par rapport à ça. On sait que cette crise, elle apporte quelques problématiques psychologiques sur le retour au travail. Et pour rendre cette décision-là, est-ce que le CSE peut envoyer un questionnaire à ses collègues sur les inquiétudes de la reprise et s'ils souhaitent plutôt, eux, faire un retour physique ou pour son cas, c'est du téléenseignement, mais pour les autres sociétés, ça peut être la continuité du télétravail. Alors, oui, le CSE va pouvoir être assisté et obtenir le maximum d'informations, soit en interrogeant de manière anonyme quelque part les collaborateurs sur dans quel état ils se trouvent, pour justement alimenter le document unique, puisqu'il va falloir déterminer finalement, en raison de cette crise, les difficultés liées à cette mise en activité partielle ou liées au télétravail, parce que on les connaît, les risques liés au télétravail, c'est l'isolement physique et également social du collaborateur, sur le problème de la flexibilité du travail où ça entraîne énormément de disparités sur la chargeabilité du collaborateur. Donc oui, on va pouvoir interroger les collaborateurs, mais surtout le CSE va pouvoir, aux côtés de la médecine du travail et des services de la santé, interroger et mettre en place au mieux l'activité partielle. Sur cette partie télétravail, justement, si on essaie, enfin, certaines entreprises font en sorte de le continuer, quelles sont les obligations et mesures de protection à mettre en place pour assurer la santé et la sécurité des salariés chez eux potentiellement? Alors, effectivement, c'est un petit peu notre interrogation. Initialement, le télétravail devait être mis en place dans une entreprise au moyen d'une charte pour justement garantir les droits et la sécurité d'un collaborateur au sein lorsqu'il travaillait en télétravail. Depuis les ordonnances Macron en 2017, le télétravail peut être simplement décidé avec un simple accord entre l'employeur et le salarié, puisque le télétravail est un simple aménagement nécessaire de travail. Là, aujourd'hui, effectivement, on va se poser la question de la nécessité de revoir ou non une charte du télétravail pour justement garantir la sécurité et la santé du collaborateur. Il ne faut pas oublier que sur la CNIL, notamment, on rappelle les grands principes et les bonnes pratiques du télétravail. Il faut évidemment rappeler aux collaborateurs que le télétravail doit se faire quand même dans de bonnes conditions à son domicile. Il doit être formé sur le problème comment on branche un ordinateur. Les bonnes pratiques également ergonomiques, parce que travailler courbé sur sa petite table devant la télé ne lui permet pas de travailler dans de bonnes conditions, donc ça va avoir des conséquences. Également le travail sur écran, sur le problème des pauses, sur le problème de la déconnexion et la prise de contact également avec l'ensemble des collaborateurs.
Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais effectivement, le CSE va devoir, s'il n'y a pas de charte de télétravail, justement vérifier les bonnes pratiques du télétravail pour justement assurer la sécurité et la santé du collaborateur. Là, j'invite les membres du CSE à aller consulter le site de la CNIL qui rappelle justement ces bonnes pratiques du télétravail, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, le CSE va devoir, aux côtés de l'entreprise, aider l'employeur à la mise à jour du document unique. Et ça doit être fait de manière régulière. Ok. J'ai deux questions sur le quid du matériel, du coup, parce que quand on est chez soi, potentiellement, on n'a pas accès au matériel de l'entreprise. Donc, est-ce que déjà on peut travailler avec son matériel personnel, ou est-ce que l'entreprise doit obligatoirement fournir du matériel adéquat? Et sinon, est-ce qu'il y a compensation? Qu'est-ce que peut faire le salarié dans une situation qui ne serait pas confortable pour lui s'il n'a pas potentiellement l'ordinateur portable de l'entreprise? Alors, en principe, l'employeur doit fournir les moyens aux collaborateurs d'effectuer son travail en télétravail. Mais il est évident qu'avec cette crise sanitaire, tous les collaborateurs n'étaient pas, l'entreprise n'a pas pu équiper tous les collaborateurs en ordinateur ou en autres moyens. Donc oui, dans cette période-là, les moyens personnels du collaborateur peuvent être utilisés. Mais là, il faut évidemment s'assurer de la sécurité des données de l'entreprise. Et là, effectivement, nous avons toutes les problématiques de RGPD ou autres. Une indemnisation, sur le principe, elles ont été négociées dans le cadre d'une charte du télétravail. Si ça n'a pas été le cas, il est possible pour les collaborateurs via le CSE de négocier une indemnisation. Mais ce n'est pas en soi une obligation. D'accord. En revanche, les frais professionnels, tout ce qui est lié au télétravail, doivent être remboursés. C'est deux choses différentes. Il y a du défraiement lié à l'activité au domicile et les frais professionnels. Les frais professionnels ne rentrent pas dans la problématique du télétravail. D'accord. Et du coup, petite précision pour Yves, qui demande qui est-ce qui négocie cette charte du télétravail. Est-ce que c'est le CSE ou les organisations syndicales représentatives? Le principe, c'est un accord collectif, donc c'est avec les représentants du CSE. D'accord. Ok. Très clair. On parle du coup des frais Internet, électricité, toutes ces choses-là. Il peut y avoir un défraiement, effectivement. C'est de la négociation entre le CSE et l'employeur. Ok. Très clair. Donc, peut-être parler un petit peu de cette sortie du confinement qui est dans bientôt, qui est prévu dans une quinzaine de jours. On a eu des exemples, notamment sur Amazon ou sur La Poste. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut retenir, des décisions qui ont été rendues pour essayer d'anticiper un peu ce qui va se passer pour les sociétés à partir du 11 mai? Alors oui, c'est véritablement le lien avec le télétravail, la mise à jour du document unique, dans le sens où l'employeur et le CSE doivent obligatoirement tenter de déterminer les risques psychosociaux à la fois pour les entreprises et les solutions à donner. Donc oui, si on compare ces deux jurisprudences qui ont été rendues en la matière, on voit bien qu'Amazon n'a pas mis à jour régulièrement et tout mis en œuvre, a mis à jour le document unique et également tout mis en œuvre pour assurer la santé et la sécurité des différents collaborateurs, contrairement à La Poste. Donc oui, on peut retenir quelques enseignements de ces deux jurisprudences si on les compare. Comment une entreprise peut bien faire ou pas. Il en ressort qu'il est évident que le CSE doit être associé pour l'évaluation des risques, la mise en place des mesures de prévention et de protection des différents collaborateurs, qu'il faut, comme on l'a vu tout à l'heure, formaliser et également les réunions et les échanges avec le CSE, puisque le CSE est quand même le lien favorable entre le collaborateur et le salarié. Éventuellement associer la directe également, il ne faut pas oublier ça, également les services de la santé. On voit bien que La Poste a consulté le médecin du travail, a également adressé les différents documents à la directe qui ont émis des avis ou non sur les mesures qui étaient prises. Et comme je vous disais, cette mise à jour régulière du document unique sur l'évaluation des risques professionnels.
Donc oui, on peut en tirer des bonnes leçons et les mesures à mettre en place pour les adapter et surtout limiter au maximum les risques pour les différents collaborateurs. Et quelles sont les mesures à mettre en place? C'est évidemment l'adaptation des locaux, comment le travail va pouvoir se faire, limiter les accès aux espaces collectifs et également la mise à disposition des moyens de protection des différents collaborateurs, donc peut-être les masques, le gel, en fonction de l'activité de l'entreprise. Et puis surtout, il ne faut pas oublier ce que je disais en début de rencontre, il va falloir former les salariés et ne pas partir du postulat que tout salarié, parce qu'il regarde BFM TV ou autre, connaît les gestes essentiels pour assurer la prévention des risques. Ok. Vous m'entendez, ouais? Oui. Ouais. Du coup, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet de. Je sais pas si ça a coupé. Ouais, c'est bon, vous m'entendez bien? Moi, je vous entends bien. Ouais, ok, super. Il y a un vrai sujet sur la partie déconfinement et effectivement le fait que le CSE doit vraiment avoir ce rôle de formation sur la santé, sur toutes ces choses-là. Parallèlement à ça, on sait que je reviens sur cette partie psychologique et l'une de mes dernières questions, c'est notamment sur le droit de retrait des salariés. Est-ce que quel est le rôle du CE dans ce droit d'alerte, notamment en cette période de crise sanitaire, et qu'est-ce qu'on doit retenir de toutes ces choses-là, alors que de nombreux salariés vont bientôt retourner dans leur entreprise? Alors oui, effectivement, on connaît déjà le droit de retrait n'est pas un droit collectif, c'est un salarié qui estime avoir un motif raisonnable et qu'il y a un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, qu'il peut demander qu'il va l'invoquer auprès de son employeur pour ne pas se présenter sur son lieu de travail. Il a été reconnu que dès lors que l'employeur respecte toutes les mesures et recommandations du gouvernement, ne peut pas exercer un droit de retraite d'une manière totalement licite. Donc effectivement, c'est là où on va retrouver le lien entre le CSE et le collaborateur. Le collaborateur va pouvoir prévenir un des membres du CSE en disant « j'estime qu'il y a un risque grave et imminent pour moi et je souhaite exercer mon droit de retrait ». Donc effectivement, ça va être la chaîne entre le collaborateur et le membre du CSE qui va pouvoir, dès lors qu'il est informé par un collaborateur, faire exercer son droit d'alerte. Donc là, effectivement, le droit d'alerte va se jouer et s'organiser de la manière la manière des plus classiques. Ok. Très clair. Est-ce que on sait que tout n'est pas très définitif aujourd'hui et c'est un peu la question de Caroline. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ordonnances qui sortent quasiment toutes les semaines. Donc même vous, en tant qu'avocat, vous savez pas trop sur quel pied danser. Donc comment on peut faire les membres du CSE pour être au courant de toutes ces mesures-là, indépendamment de suivre nos webinaires. Mais est-ce qu'il y a des moyens pour qu'ils soient au courant des mises à jour ou de ces choses-là? Alors oui, il y a des sites tout à fait publics qui communiquent ces différentes ordonnances, et notamment le site de Légifrance, où il y a un petit onglet sur les dernières dispositions qui ont été rendues. Elles ne sont pas forcément lisibles, mais il y a aujourd'hui plein de blogs, d'avocats, de sites qui essayent de résumer au plus vite et au mieux ces différentes ordonnances. Mais malheureusement, aujourd'hui, il faut essayer de se documenter seul et également le CSE peut faire appel à un juriste ou à autre pour obtenir ces informations. Mais il est évident qu'aujourd'hui, ce qu'on s'est dit, c'est que ces mesures provisoires vont pouvoir s'appliquer, notamment l'activité partielle et la reprise jusqu'au 31 décembre 2020, que toutes ces mesures sont un caractère temporaire et exceptionnel, et qu'elles vont encore évoluer à la suite du discours du Premier ministre cet après-midi et le vote à l'Assemblée. Donc effectivement, on est encore dans une période d'incertitude, mais le premier mot d'ordre, c'est la santé et la sécurité du salarié au sein de l'entreprise. Donc le CSE a effectivement un rôle important et doit, par ses propres initiatives, être informé comme il le peut. Est-ce que vous avez peut-être des noms de blogs à conseiller?
Alors vos non, confrères? pas forcément, mais il y a également aussi le site du ministère du Travail qui est très complet, très pragmatique, puisqu'il y a des questions-réponses à l'attention des salariés et des entreprises. Et surtout, ça donne la ligne directrice des obligations de l'entreprise pour ne pas manquer à son obligation de santé et de sécurité des différents collaborateurs. Le site est fait sous forme de fiches et surtout, il est fait également par activité, puisque le gouvernement a mis en place différentes fiches pratiques selon les activités des entreprises pour comment respecter leurs obligations en matière de santé et de sécurité des collaborateurs, puisqu'il y a 3 mots d'ordre: santé, sécurité et reprise de l'activité, pour qu'il n'y ait pas qu'une simple crise, pour éviter au maximum cette crise sanitaire et cette crise économique. Ok. Du Mais coup, c'est très pratique, hein, vraiment, c'est même plus lisible parfois, c'est mis à jour régulièrement, voire tous les jours, voire tous les 2 jours, et parfois plus lisible que Legifrance. Là, au moins, vous avez les textes, mais vous avez les liens sur le ministère du Travail. ok. Deux questions sur l'accord collectif. Déjà, comment le mettre en place? C'est bien toute la problématique. Comment le mettre en place? C'est bien en cette période de crise, c'est un petit peu compliqué. Il faut que tout simplement qu'on arrive à interroger les représentants syndicaux et également le mettre à l'ordre du jour et le préparer. La difficulté, c'est que là, on est dans l'urgence et comment mettre en place des accords collectifs en ces périodes un petit peu particulières. Donc, il faut que le CSE mette en ordre et fasse des choix dans l'organisation à court terme et à moyen terme de l'entreprise. C'est un petit peu compliqué aujourd'hui. Mais pourquoi pas, si ce que nous dit le Premier ministre aujourd'hui, comment on va négocier une charte du télétravail, comment on va réorganiser l'entreprise. Ok. Très clair. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions encore. Je regarde. J'ai l'impression qu'on a fait un petit peu le tour. En tout cas, si il y a certaines questions auxquelles on est passé à côté, on va laisser un petit peu le chat tourner pour que vous puissiez les poser. J'ai une question d'Armel. Sans charte de télétravail, l'employeur a-t-il le droit de supprimer les RTT des employeurs en justifiant que les employés ne font pas les heures supplémentaires liées à ces RTT? Vous pouvez répéter la question? Alors, peut-être que vous pouvez la lire, elle est tout en bas du chat. En fait, savoir si l'employeur peut supprimer les RTT de ses collaborateurs dans la mesure où les salariés ne font pas leurs heures supplémentaires. Alors, déjà, il faut regarder véritablement comment les salariés ont ces RTT, si c'est prévu lié uniquement à l'accomplissement des heures supplémentaires. Oui, l'employeur effectivement peut les supprimer puisque la durée du travail n'est pas dépassée en cette période de crise sanitaire. Si c'est autre chose, ici c'est lié à un accord annuel, non, l'employeur ne peut pas supprimer les RTT comme ça. En revanche, il peut en imposer selon les règles habituelles. Ok. Et deuxième question de Armel, est-ce que la charte liée au télétravail peut être rédigée pendant la période de confinement? Oui, je pense qu'il faut la préparer et effectivement qu'elle soit discutée au plus vite et au mieux dans les entreprises parce que le télétravail est devenu en cette période de pandémie la règle de travail principale dès lors que le travail peut être accompli en dehors de l'entreprise. Donc oui, il y a un intérêt à d'ores et déjà la négocier pour qu'elle soit ensuite applicable. Parce que les modes de travail au sein de l'entreprise vont être modifiés encore au moins pour l'année 2020. Ok. Et j'ai une question de Elsa. Comment mettre en place le PAP, le protocole d'accord préélectoral, dans une entreprise de moins de 25 salariés? Quelles sont des démarches? Est-ce directement auprès du syndicat lié à sa convention collective?
Alors déjà, les élections aujourd'hui par l'ordonnance du 1er avril ont été suspendues. Suspendu. Tout a été suspendu à la fin de la crise sanitaire, c'est-à-dire au 24 juin. Les entreprises auront un délai de 3 mois pour mettre en place ces élections. Et les entreprises qui n'ont pas organisé les élections du CSE alors qu'ils devaient le faire depuis le 1er janvier 2020 devront l'organiser au plus vite dès la fin de cette crise sanitaire. Ils ne sont pas encadrés pendant le délai de 3 mois, mais ils doivent le faire au plus vite pour ne pas se retrouver en porte-à-faux. Et surtout, cette ordonnance a été prise parce que beaucoup d'entreprises n'avaient pas mis en place le CSE et que c'était une des conditions en partie pour l'obtention de l'activité partielle. Ok. Et une question de Diana, quand les enfants ne vont pas à l'école, peut-on demander une activité partielle individuelle ou c'est un arrêt de travail pour garde d'enfants? C'est une entreprise féminine à 90%. Donc, si on n'a pas d'enfants, c'est ça? Non, si les enfants ne vont pas à l'école, est-ce Oui. qu'on peut demander une activité partielle ou c'est plutôt un arrêt de travail pour garde d'enfants? Alors justement, il y a une ordonnance qui a été rendue la semaine dernière. Tous les collaborateurs qui étaient aujourd'hui en arrêt maladie pour garde d'enfants en cette période-là vont basculer obligatoirement à compter du 1er mai en activité partielle. Donc oui, il y aura le même système et les collaborateurs qui devront garder leur enfant ne seront plus en arrêt maladie, mais en activité partielle. C'est l'autre régime, ils vont basculer automatiquement au 1er mai. Ok. Très clair. Et peut-être une dernière question pour finir. N'hésitez pas à ajouter vos questions qui pourraient être plus personnelles. Laetitia pourra vous répondre de manière personnalisée par email. Est-ce qu'il faut s'attendre à des retours en arrière sur le mode de fonctionnement et moyens sur les CSE? C'est Thomas qui avait posé la question tout à l'heure de savoir la pertinence de regrouper toutes ces organisations. Est-ce que cette crise montre les limites par rapport au CE et à CHSCT? Vous avez un peu répondu tout à l'heure, mais est-ce que vous avez un peu alors, je ne le pense pas parce que les employeurs sont quand même perturbés et ont beaucoup de mal à mettre en place et à subir toutes les mesures gouvernementales et trouvent dans le CSE un lien avec les collaborateurs pour favoriser le dialogue social. Donc aujourd'hui, dans toutes les entreprises qui ont un CSE et avec qui je discute, sont ravis de communiquer avec le CSE parce que ça favorise les moyens de communication. Donc je ne suis pas sûre qu'on va revenir en arrière là-dessus. Ok. Très clair. Laetitia, j'ai des personnes dans le chat qui me demandent si vous pouvez mettre votre email pour que quelques participants puissent répondre à votre puissent vous poser quelques questions directement. Donc si ça vous embête pas de le mettre. Nous, ce qu'on va faire, c'est comment? Je le fais comment? Sur le chat à droite. Vous pouvez mettre un petit message avec votre adresse email. En posant une question, c'est ça? Ouais, non, le chat. Le chat, ok. Il y a l'onglet de questions, l'onglet chat, et en bas vous pouvez entrer un message. Donc on va laisser ouvert un petit peu le webinaire pour vous poser toutes vos questions et comme d'habitude pouvoir les récupérer. Et ensuite Laetitia se chargera de répondre à vos questions avec un petit doc de débriefing d'ici la fin de semaine. Les webinars donc commencent à être disponibles en replay sur notre page LinkedIn si vous voulez vous y rendre. A priori, on peut aussi vous les envoyer par email si vous vous êtes inscrit à ces webinars-là. Donc, n'hésitez pas surtout à aller les regarder. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre participation. C'était très sympa aussi de se retrouver aujourd'hui. L'objectif aussi, c'est de vous envoyer un petit questionnaire pour savoir ce que vous avez pensé de cette première édition de la journée des CSE, pour pouvoir s'améliorer et savoir un petit peu vos attentes par rapport à ce qui a été dit pendant cette journée-là. On a été ravis en tout cas de préparer ces différents... Vous m'entendez? Oui, très bien.
de préparer ces différents webinars. Donc voilà, le maximum de réponses à ce questionnaire, ce sera toujours plus enrichissant pour nous. Laetitia, merci beaucoup. J'ai été déconnecté. Non. Non, ok. Laetitia, merci beaucoup en tout cas pour votre temps. Romain, et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. J'espère avoir été assez clair et je suis à votre disposition. On va faire avec Romain des petites fiches récapitulatives des différentes questions et des problématiques qui ont été soulevées ce matin. Moi, je vous entends bien, Romain. Ouais, ok, super. Bon, en tout cas, je laisse un petit peu tourner le webinar, donc n'hésitez pas si vous avez encore quelques questions pour Laetitia, elle sera ravie d'y répondre. Exactement. Merci, Romain. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir à tous.